Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça sent la fin. Non pas du monde, ni des vidéos, mais je voulais vous parler de 3 romans qui racontent la fin d'une époque. Les 3 se déroulent au 19e siècle, mais chacun dans un pays différent. On commence avec Les Buddenbrook de Thomas Mann. On est au nord de l'Allemagne, dans la ville de Lübeck, une ville de la Hanse, dans laquelle a grandi Thomas Mann d'ailleurs. On est aussi dans le milieu dans lequel il a grandi, donc il a dû beaucoup s'inspirer de sa famille. On suit une famille de riches négociants, de notables de la ville, qui est un peu au fait de sa gloire au début du roman, puisqu'ils viennent d'acheter une grande et belle maison. Et évidemment, quand on est au sommet, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est dégringoler. Le déclin est déjà un peu préfiguré par le père, mais c'est surtout les enfants qu'on va suivre dans ce roman. Tout d'abord, l'aîné, commençons par le début, Thomas, qui est celui qui semble le plus apte à reprendre l'affaire familiale, mais qui cache un peu des aspirations qui le rendent incapable de se satisfaire d'une vie de négociant. Et pour un peu étouffer ses penchants, il va devenir particulièrement rigide. Ensuite, on a Christian, le cadet, qui a toujours été un peu bizarre. Il se plaint toujours de mots étranges. Il est complètement inapte au travail, mais enfin voilà, je trouve que c'est un personnage qui est très représentatif d'une des grandes qualités de ce roman, c'est-à-dire que Mann arrive à la fois à nous faire rire de ces personnages et à nous émouvoir de leur malheur. Donc oui, Christian est bizarre, oui, il passe parfois des repas entiers à nous décrire ses symptômes, mais je le trouve assez émouvant en tant qu'inadapté. Ensuite, on a la cadette, Tony, qui est la personnalité la plus marquante du roman, très nettement. C'est elle qui a le plus à cœur les intérêts de la famille. Alors par contre, elle va pas réussir à faire grand-chose pour les soigner. Tony, c'est un peu un petit scandale ambulant. Elle est très fière, surtout d'appartenir à une famille aussi prestigieuse. Elle a un fichu caractère, elle se comporte comme une enfant gâtée, mais elle appartient à cette catégorie de personnages bourrés de défauts qu'on adore suivre. D'ailleurs, pour Tony, je voulais vous lire un petit extrait assez révélateur de sa personnalité. Oui, je suis ainsi, c'est évident. Je tiens cela de maman. Tous les Kroger aiment le luxe. Elle aurait déclaré avec le même calme qu'elle était légère, emportée, vindicative. Son sens de la famille, très ancré chez elle, l'empêchait de croire au libre arbitre et à la responsabilité, et lui faisait constater et reconnaître ses qualités ou ses défauts avec une impassibilité presque fataliste, sans distinction et sans effort pour se corriger. Elle était d'avis, sans le savoir elle-même, que toute qualité, de quelque nature qu'elle fût, était un héritage, une tradition de famille, et par suite une chose vénérable que l'on devait respecter à tout prix. Si l'intrigue se focalise surtout sur ces 3 zigotos, ce n'est pas moins de 4 générations de Buddenbrook que nous sommes amenés à suivre dans ce roman, avec des ellipses qui viennent un peu permettre de donner un souffle nouveau à l'intrigue régulièrement. On commence avec des personnages assez simples, presque unidimensionnels, avec le grand-père et encore dans une certaine mesure avec le père, à des personnages de plus en plus complexes, moins terre-à-terre, ce qui amène le rythme du roman à ralentir un peu. On va plus vers la fin se focaliser sur les états d'âme des personnages, l'action ralentit, mais ça m'a pas particulièrement gênée parce que j'ai trouvé que c'était une évolution cohérente du roman, que c'était en toute parfaite adéquation avec un peu tout ce qui est développé avant. Si dans les Buddenbrook, le changement d'époque se fait de manière relativement pacifique, mis à part quelques ragots, dans le second roman dont je voulais vous parler, il se fait dans la violence. Bienvenue en pleine guerre de sécession. Je veux bien évidemment vous parler d'Autant en emporte le vent, roman célébrissime notamment pour son adaptation longuissime. Sérieusement, moi je me suis un peu barbée devant le film, mais j'ai dévoré le roman. Alors première chose, les affiches et les couvertures des livres nous vendent une romance, alors que Rhett et Scarlett se croisent à peu près 3 secondes tous les 6 mois. Non, Autant en emporte le vent, c'est plus une grande fresque historique qui va décrire le changement d'une époque, la fin d'une époque,
et la vie civile en temps de guerre, donc les pénuries, la misère, les blessés qui affluent. Alors ceci dit, effectivement, la relation entre Rhett et Scarlett est très importante, notamment parce que Rhett la met face à son hypocrisie et un peu face aussi à l'hypocrisie de toute la bonne société sudiste. Après, autre petit bémol à mon goût, bémol, ça rend le roman intéressant, c'est sûr, mais je sais que pour certains, c'est un peu une référence, cette romance, mais je trouve quand même cette relation un peu malsaine. Enfin, je veux dire, ils sont brutaux l'un envers l'autre. Rhett encourage Scarlett à être sans scrupules, et par moments, elle se retrouve à dire oui à des choses sans trop savoir pourquoi ni comment. Je voulais vous lire un petit extrait d'ailleurs qui est assez révélateur. Elle murmura oui, sans même réfléchir. On eût dit qu'il lui avait imposé sa réponse et qu'elle avait obéi sans que sa volonté fût intervenue. Donc voilà. Et pour pimenter un peu tout ça, Scarlett est en réalité amoureuse d'un autre homme, inaccessible évidemment, qui s'appelle Ashley et dont on reparlera un tout petit peu rapidement après. Mais d'abord, je voulais un peu me focaliser sur l'héroïne de ce roman, ou plutôt son anti-héroïne. Et mine de rien, c'est pas désagréable de suivre une anti-héroïne pour changer. Alors, on vient de parler de Tony Buddenbrook, mais là, on est quand même nettement plus haut sur le racluromètre. Scarlett, il nous fait rire parce qu'elle est superficielle, elle est égocentrique, elle nous révolte par son égoïsme, mais son fort caractère peut occasionnellement nous la rendre sympathique. Donc, une jeune fille égocentrique et superficielle va connaître la guerre. Sortez les pop-corn. Alors, effectivement, elle va connaître quelques déboires, c'est sûr, mais surprenamment, notre petite Scarlett va se montrer très débrouillarde, peut-être même un peu trop, dans le sens où elle ne s'embarrasse d'aucune considération morale. Je veux dire, elle n'hésite pas à briser des vies pour parvenir à ses fins. Si Scarlett occupe le devant de la scène, il faut bien admettre que les personnages secondaires sont très importants. Et bien évidemment, je parle en particulier de Rhett et Ashley. Chacun de ces personnages va répondre à sa manière aux grandes problématiques du roman. Et c'est une des grandes qualités d'Autant en emporte le vent, c'est la façon dont ces personnages se complètent. Aucun d'entre eux ne peut être supprimé sans que les autres perdent de leur intérêt. Par exemple, on a Ashley qui est épris de l'ancien monde mais qui a tout à fait conscience de ne pas avoir sa place dans le nouveau. On a Rhett qui a plutôt tendance à se réjouir du chaos ambiant, d'autant plus qu'il en profite pour grassement s'enrichir, et comme en plus il méprise profondément la bonne société sudiste, pour lui c'est plutôt que du bonheur, avec quelques nuances quand même. Et enfin, on a Scarlett qui est elle aussi, comme Ashley, attachée à l'ancien monde, mais qui est assez forte pour s'adapter. Bon, assez parlé de cette sale gosse, on va passer au petit bijou stylistique de cette sélection. Un roman qui pour moi rivalise à ce niveau avec L'Ensorcelé de Barbey d'Aurevilly dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Il s'agit du Guépard de Lampedusa, et cette fois-ci on est en Sicile au moment de l'unification de l'Italie, et le Guépard nous présente cette époque surtout comme celle du déclin de l'aristocratie au profit de la bourgeoisie, et on observe tout ça à travers le regard du prince Salina. La particularité de ce prince, c'est qu'il est particulièrement fataliste par rapport à la chute de sa propre classe sociale. Il déteste s'occuper de ses affaires, malgré son inclination pour les mathématiques qu'il préfère appliquer à l'astronomie. D'ailleurs, il se laisse voler par son surintendant, par son comptable. D'ailleurs, je voulais vous lire un petit extrait qui montre bien l'humour de Lampedusa. Peu après arriva Russo, le surintendant, l'homme que le prince trouvait le plus significatif parmi ses gens. Élancé, enveloppé non sans élégance dans sa bounaka, sa veste de chasse en velours côtelé, les yeux avides sous un front sans remords, il était pour lui l'expression parfaite d'une couche sociale en ascension. Respectueux d'ailleurs, et presque sincèrement dévoué, puisqu'il accomplissait ses larcins en étant convaincu d'exercer un droit. Le prince est fataliste, mais il reste très fier et attaché à tout un nombre
de traditions, de rituels, et ça permet à Lampedusa de nous dresser un tableau du quotidien de cette aristocratie sur le déclin. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est tellement bien écrit, c'est vraiment un bonheur à lire. Finalement, son fatalisme va conduire le prince à collaborer à la chute de sa propre classe sociale, mais pour lui, il ne fait qu'entériner un fait déjà accompli. Donc sa vision des choses, c'est pas ma faute à moi Salina. Une de ses filles va même se sentir sacrifiée par lui, et c'est le mot qu'utilise Lampedusa, parce que le prince leur préfère nettement son arriviste de neveu, qui est un personnage bigrement charmeur. Ce que le prince désire par-dessus tout, c'est être tranquille, ne veut plus avoir à se préoccuper de ses affaires, et il voit la mort comme une libération. Et en attendant, il observe les étoiles. Et je voulais vous lire un dernier extrait. Il lui revint tout à coup à l'esprit le bureau du roi Ferdinand à Caserte, lui aussi encombré de dossiers et de décisions à prendre, grâce auxquels on pouvait se figurer influencer le torrent des destinées, qui, tout au contraire, débordait pour son compte dans une autre vallée. Don Fabrizio pensa à un remède découvert depuis peu aux États-Unis d'Amérique, qui permettait de ne pas souffrir pendant les opérations les plus douloureuses, de rester serein dans les malheurs. On avait appelé morphine ce grossier substitut chimique du stoïcisme païen, de la résignation chrétienne. Pour le pauvre roi, l'administration fantomatique tenait lieu de morphine. Lui, Salina, en avait une à la composition plus noble, l'astronomie. Pour finir, je voulais vraiment vous recommander le film de Visconti, donc, qui adapte le roman de Lampedusa. Et franchement, je ne saurais pas dire lequel je préfère entre le film et le livre. Les deux sont magnifiques. Dans le film, on a Burt Lancaster dans le rôle du prince Salina, et il fait péter la jauge de charisme. On se balade dans les palais siciliens, on retrouve la plume de Lampedusa dans les dialogues. Donc voilà, allez-y, c'est que du bon. Avant de nous quitter, je voulais aussi vous montrer un petit livre, qui m'a fait beaucoup penser au guépard, à l'ambiance du guépard. Il s'agit d'un petit livre de photos qui pèse à peu près 15 kilos, qui s'appelle Veduta, et le photographe s'appelle Thomas Jorion. Je vous laisse regarder un peu la couverture, je ne sais pas si je trouverai d'autres photos à vous montrer, mais c'est des photos de villas italiennes à l'abandon, un peu en ruine. Et vraiment, ça m'a fait vraiment penser au guépard, et enfin, c'est vraiment magnifique, c'est très très beau. Si vous voulez des idées de cadeaux de Noël, franchement, ça je pense que ça passerait bien et que ça pourrait vous faire plaisir ou à vos proches. Bref, et pour terminer, je voulais vous dire, je sais que les vidéos sont rares, après je pense pas que vous êtes à attendre après forcément, hein. Mais si vous voulez me suivre plus régulièrement, je vous conseille plutôt de me suivre sur Instagram, et j'essaierai de faire des vidéos un peu plus spontanées de temps en temps, voilà. Et n'hésitez pas en commentaire à me recommander vos romans historiques préférés. Et je vous dis à bientôt.